Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Je peux vous dire que s'il y avait des choses à dire sur France Télévisions, je le dirais, très franchement. Nouveau rapport de la Cour des comptes qui est tombé ce matin. C'est pas bon du tout. France Télévisions dans une situation financière critique. Une dissolution de France Télé en décembre 2026. Des frais de mission élevés. On passe tout au panier fin. Certains niveaux de salaire pour des personnes cumulant avec d'autres emplois. On est dans la merde. C'est clair. On est tous dans la merde. Je suis engagée, vous voyez. Oui, je vois. Je suis pleine d'énergie. Oui. Il y a 4 milliards à aller chercher. J'ai essayé de conserver. Pardon de dire ça comme ça. Et on va les rendre aux Français. Moi, je suis pas timide. Non, moi je dis, y a l'air, direct. Nous sommes en guerre. Voilà, une des phrases les plus véridiques que notre président de la République bien-aimé a prononcées. Nous sommes en guerre et nous continuons de l'être à tous les étages, à bas bruit, à haut bruit. Et ça se passe aujourd'hui où ? Par exemple, à France Télévisions. Oui, notre grande institution de service public. Oui, service public que nous payons, vous savez, vous et moi et tout le monde, à raison de 4 milliards d'euros par an. Voilà. Contribuables. Mais comment ça marche ? Eh bien, on va vous dire, le rapport de la Cour des comptes vient d'arriver et c'est formidable. N'importe quelle entreprise privée aurait été mise en faillite, n'importe quel PDG aurait été viré sur le champ, mais là, non, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme disait Candide chez Voltaire. On va en parler donc et on va essayer de vérifier, de préciser. Et puis on va parler aussi de, évidemment, Donald Trump à l'ONU. Alors, c'était le discours hier de Donald Trump, après celui d'Emmanuel Macron et de beaucoup d'autres. Et on va en parler avec Nicolas Conquer, porte-parole de Republican Overseas. C'est intéressant, parce que ce qu'on constate dans ce discours, c'est que vraiment les stratégies, les lignes de force entre l'Europe et les États-Unis ne sont plus du tout les mêmes. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a rupture, mais on voit que le point de vue est totalement et abyssalement différent. On va en parler. Et puis, vous savez, à Sud Radio, nous parlons de toute la semaine de Cédric Jubilard et du procès de Cédric Jubilard, l'affaire Jubilard. On va en parler avec Stéphane Simon, qui est co-auteur de l'affaire Jubilard, qui est paru chez Fayard. Encore une histoire très forte, terrible, tragique, et voilà, et le mystère. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Et enfin, en seconde partie d'émission, vous avez intérêt à rester là, parce qu'on va parler avec la sénatrice Nathalie Goulet, qui a vraiment enquêté là-dessus très longuement, le blanchiment d'argent, et l'argent sale, parce que vous savez combien c'est l'argent sale dans le monde ? C'est estimé entre 2 et 5 du PIB mondial, 2000 à 5000 milliards de dollars par an d'argent sale blanchi. Et le taux de récupération de ces avoirs, c'est 1% à 2%. Pour vous dire que, qu'est-ce qu'il y a fait ? On va parler de la drogue, des trafics, de tous les trafics avec Nathalie Goulet. Ça va être passionnant. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le fait du jour, c'est le service public, France Télévisions. Eh bien, on est tous, vous êtes des millions à écouter France Télévisions, où il faut le dire, il y a d'excellents programmes, il y a des choses formidables et tout, mais, il y a quand même un gros problème. Et ce gros problème, c'est incontestablement minimum la gestion. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'avant-hier, ça date de plusieurs, je dirais presque décennies, en tout cas plusieurs années. Et un jour, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, sur France 2, je crois que c'est l'émission de Léa Salamé, Sonia Marbot posait une question à Élise Lucet, la célèbre présentatrice, productrice, animatrice des grandes enquêtes de France 2 notamment. Voici leur petit échange, écoutez. J'attends un cache investigation sur France Télévisions. Je voudrais bien, mais il n'y a pas grand-chose à faire et à dire sur France Télévisions. Certaines, j'y suis, je vois ce qui s'y passe. Faisons une enquête pour voir s'il y a un cache investigation. Mais ne vous inquiétez pas, Sonia. Effectivement, je regarde ce qui se passe à France Télévisions et je peux vous dire que s'il y avait des choses à dire sur France Télévisions, je le dirais, très franchement. Alors, chère Élise Lucet, s'il y a il ne se passe pas grand-chose à France Télévisions, avez-vous dit ? Et s'il se passe quelque chose, je le dirai. Et je suis sûr qu'un excellent journaliste, vous allez le dire. Je pense que ça fait quand même quelque temps que vous auriez pu peut-être commencer les prémices d'une investigation de cache investigation sur France Télévisions. Parce que quand on lit le rapport de la Cour des comptes, et nous l'avons lu avec Maud Koffler et moi, c'est quand même, on va pas tout donner vous, il faut 3h30, hein. Mais enfin, c'est hallucinant, hein. France, trésorerie au plus bas,
je rappelle quelques chiffres. Déjà, là, en 2016, la Cour des comptes avait sonné la sonnette d'alarme. Je rappelle que le chiffre d'affaires, c'est 4 milliards d'euros. Je rappelle que c'est financé à 80% par l'argent public, ça veut dire les contribuables français. Donc voilà, 9000 salariés, etc. Donc, petit chiffre comptable. Entre 2017 et 2024, le groupe a cumulé 81 millions d'euros de déficit net. Et 2025 ne sera pas meilleur. La direction a dû présenter un budget prévoyant une perte d'exploitation de près de 50 millions d'euros. Voilà, impasse, etc. Ton trésorerie pourrait tomber dans le rouge, avec un solde négatif de près de 27 millions. Les capitaux propres de France Télévisions ont connu une baisse vertigineuse en l'espace de 8 ans, en passant de 294 à 179 millions. Oui, je ne vous accable pas du chiffre, mais c'est important. Donc, l'État actionnaire, parce que c'est l'État qui est actionnaire, va être obligé à agir avant le 31 décembre 2026. Disons, oui, France Télévisions risque une dissolution. Ça n'arrivera pas, bien sûr. Voilà, alors c'est quoi? C'est la gestion, c'est l'État, ce sont les actionnaires. Et on pourrait en parler et on va en parler, bien sûr, mais auparavant, écoutez ce que disait en 2015 chez Jean-Pierre Elkabbach à Europe 1, ce que disait une certaine Delphine Ernotte qui venait d'être élue présidente de France Télévisions. Écoutez-la, c'est très intéressant. Moi, j'arrive, je vois la situation d'une entreprise qui perd de l'argent depuis 4 ans. Grosso modo, depuis l'arrêt de la pub après 20 heures. Et on me montre les chiffres pour les années qui viennent, on continue à perdre de l'argent. Deux messages. 1, je ne laisserai pas cette entreprise péricliter. 2, et ça c'est un message que j'ai donné à mon actionnaire préféré, je ne ferai pas tout avec moins. J'ai annoncé que je prenais à bras le corps l'économie de cette entreprise. On passe tout au peigne fin. J'ai un conseil d'administration, j'ai un actionnaire, j'ai le CSA, et c'est vers eux que je reviendrai très vite pour faire des propositions. Voilà. D'abord, je ne laisserai pas péricliter, je ferai tout, je ferai des audits, je parlerai à mon conseil d'administration, et je ne ferai pas en revanche tout avec moi. Et oui, c'était il y a 10 ans. Exactement, ou pratiquement 10 ans. Et depuis, alors qu'est-ce qui s'est passé? Formidable. C'est très simple. Indemnité de licenciement supérieure au droit commun, comité d'entreprise généreusement doté, véhicule de fonction dont l'utilité opérationnelle est contestée, recours très intensif au taxi, près de 4 millions d'euros dépensés en 2024, rémunération étonnante au regard de la charge de travail réel de certains profits. France TV, toujours la Cour des comptes qui parle. C'est 6 000 euros par mois de salaire en moyenne, 1370 personnes au-dessus de 80 000 euros par an, 31 cadres au-dessus de 200 000 euros et 5 ultra privilégiés à plus de 300 000 euros. Alors ça m'intéresse. On n'a pas les noms, mais 5 000 à plus de 300 000 euros, ça veut dire 25 000 à 30 000 euros par an. Oui, voilà, les grands animateurs, etc. Pourquoi pas? Et 53 cadres avec belle voiture de fonction entre 20 et 53 000 euros. Voilà, à part ça, il faut faire les gueux peuvent faire du vélo au nom de l'écologie, mais nous, oui, on a des taxis, on a des voitures de fonction. Alors, je vais vous donner un petit exemple, quand même, Mayotte. À Mayotte, par exemple, la station Mayotte 1er, une semaine sur 2, il y a eu un audit, les plannings des employés sont inférieurs à leur temps de travail contractuel. Imaginez, votre contrat de travail est fixé à 7 heures par jour. Très régulièrement, votre chef vous dit, c'est un témoignage de Mayotte 1er, aujourd'hui, je ne te donnerai pas plus de 4 heures de travail, mais tu seras payé l'équivalent de 7 heures. C'est pas de la gestion, ça. C'est pas de la vraie gestion. C'est formidable. Voilà. Donc, Delphine Ernotte, en 2015, nous dit, il n'y a pas de problème, je vais voir, je ferai pas tout avec moi, mais attention, je vais veiller à ce que tout ça soit vraiment géré, audité, etc. Et 10 ans après, on est dans une espèce de constat, je ne dirais pas de faillite, enfin, de constat quand même de très mauvaise gestion, c'est le moins que l'on
puisse dire. Et alors on dit oui, on verra, mais ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. Écoutez, on donne 115 millions à la Chine pendant 5 ans, on donne à Yaoundé au Cameroun, on peut bien donner à France Télévisions. Mais oui, attendez, France Télévisions, c'est à l'intérieur, hein, c'est pas l'aide au développement. Oui, ça fait rien, mais disons, considérons que c'est comme si France Télévisions était à Yaoundé, on va donner 60 millions à Yaoundé, on va demander, voilà. Il y a une logique quand même intéressante. Et Delphine Ernotte, alors, quand même, elle est très intéressée peut-être plus par le sujet sociétal. Alors, sociétal comment? Eh bien, écoutez, voilà. Elle le dit elle-même. Écoutez. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les expertes. Pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Voilà, ça c'est quand même absolument formidable. Qu'il y ait parité homme-femme, très bien. Enfin, ce qui compte, c'est le mérite, hein. La méritocratie, quand même, c'est pas si mauvais, aussi obscène que cela. Mais là, ça va plus loin. On voudrait vraiment présenter pas la France telle qu'elle est, ce qui est quand même peut-être le b.a.-ba du journalisme, le b.a.-ba de ce qui se passe, la plume dans la plaie, comme disait Albert Long. Non. On voudrait la présenter telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est intéressant, hein, qu'on voudrait qu'elle soit. Et puis, alors on ajoute effectivement, alors il n'y a pas que ça. Et il dit, par exemple, la représentation en 2015, quand elle est arrivée, il dit, on a une télévision d'un blanc de plus de 50 ans, et ça, il va falloir que ça change. Bon, ben écoutez, pourquoi pas. Donc, il faudra que, effectivement, la discrimination positive fasse que les hommes blancs de plus de 50 ans, bon ben, on va mettre des femmes de moins de 50 ans. Très, très, très bien. Mais alors, il y a eu quelque chose d'étonnant dans cette histoire. C'est que la Cour des comptes, ce rapport, avait été fait avant l'été dernier, même au printemps dernier, disent certains, avril-mai. Et Delphine Ernotte a été réélue en juillet, c'est bien ça, en juillet 2025. Alors, je rappelle, budget 2025, déficit de 40 millions d'euros. Situation financière critique, dit la Cour des comptes. France TV financée à plus de 90% par la dotation publique. Voilà. Donc son financement dépend directement du budget général de l'État après la suppression de la redevance. Investissement coûteux, charges internes trop lourdes, incertitude totale sur les réformes à venir. Et alors on s'est demandé... Et pourquoi le rapport n'est-il pas sorti avant les réélections de Delphine Ernotte? Parce que ça fait 10 ans qu'elle est là, quand même, on peut peut-être se demander si vraiment son éblouissant exploit managérial méritait une réélection. Eh bien, elle a été reconduite en 2020, d'abord pour un second mandat jusqu'en 2025, et juillet 2025, elle a été réélue. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais on voit que Delphine Ernotte n'a pas aménagé ses efforts. Écoutez ce qu'elle disait dans une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron. Écoutez. Moi, je suis pas timide, mais il n'y a qu'une personne qui vraiment me met parfois en difficulté pour de bonnes raisons. C'est le président de la République. Donc, j'ai essayé de conserver... de chasser ma timidité en dépit de votre présence gracieuse. Comment faire aussi bien que être reçu par le président de la République? Ah, c'est pas beau ça, c'est pas beau. Moi j'aime ça, c'est une vraie déclaration d'amour. C'est une vraie déclaration. Comment ne pas être en pamoison devant le président de la République? Voilà, je ne suis pas timide. Voilà, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que c'est à cause de cela ou grâce à cela qu'elle a été réélue. Non, je ne dirais pas ça. Mais c'est toujours bon de manifester son admiration et son amour à qui le mérite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et on est en pleine assemblée de l'ONU, vous le savez. Emmanuel Macron a parlé avant-hier, et hier c'était Donald Trump. On va en parler. Nicolas Conquer, bonjour, vous êtes porte-parole de Republican Overseas, donc on peut pas dire que vous soyez un ennemi mortel de Trump, on va en parler, mais je voudrais quand même que vous réagissiez, vous êtes franco-américain, je voudrais que vous réagissiez sur ce bilan de France Télévisions donné par la Cour des comptes. Alors c'est rien de moins qu'un rapport explosif et qui est accablant pour la gestion de France Télévisions.
Et d'ailleurs, comme vous le disiez, le timing est un peu opportun. Pourquoi est-ce qu'il a été passé sous couvert alors qu'on était dans la reconduction de Delphine Ernotte, qui, on le rappelle, au-delà de son élection, sa nomination, elle a été confirmée par les sages, entre guillemets, de l'Arcom, qui valident sa gestion alors qu'il y a des déficits, il y a des frais monstrueux, c'est accablant, et il y a toutes sortes de statuts maison qui montrent qu'ils sont vraiment privilégiés et déconnectés de la réalité. Donc il y a lieu de montrer, comme Élise Lucet qui avait l'air de dire non mais je ferai mon cache investigation s'il y avait quelque chose à dire. En fait, c'était plutôt circuler, il n'y a rien à voir. Ben non, au contraire, on va aller regarder ce qu'il y a, on va aller mettre le nez dans votre gestion idéologique et très partisane, sans contradiction aucune. Vous l'avez vu à plus forte raison ce dernier week-end dans le traitement outrancier de certaines actualités où on a traité des rassemblements en faveur de Charlie Kirk, de rassemblements de nazis, de croisades de talibans. Il y a un véritable problème et de manquement à la contradiction, à la modération sur cette chaîne et sur l'ensemble de France Télévisions qui nécessite d'en faire un ménage ou voire même un démantèlement ou une privatisation. Ça sera, semble-t-il, les seules étapes qui permettront de sauver France Télévisions. Oui, il y a certaines voix qui demandent la privatisation comme ça, CNAFO et puis d'autres, on verra bien. Revenons à New York et revenons à l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc Donald Trump a fait un discours, comme d'habitude, musclé, assez fort. En même temps, il a son côté hubris, j'ai toujours raison, je ceci. Et alors, j'ai adoré, parce que ça c'est le côté, je dirais pas comique de Trump. Ouais, moi je suis entrepreneur immobilier, vous avez vu qu'ils ont fait à l'ONU, ils ont raté leur coup. Moi je leur proposais moins cher. Et ça c'est drôle. Mais alors, au-delà, nous allons parler, il y a quand même une vision, et j'aimerais qu'on en parle avec vous, Nicolas, il y a quand même une vision de ce quoi doit être pour lui l'Amérique, la position de l'Amérique, America First, et puis il y a le procès de l'Europe, le procès de l'ONU, qui a été très là. Il a dit l'Europe va en enfer, l'Europe va vers la charia. Enfin, il est allé très 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 fort, certains diront excessif, mais en tout cas, il a vraiment posé un certain nombre de lignes. C'est quoi, alors aujourd'hui, cette politique de Trump, qui est la politique des États-Unis, puisqu'elle va s'appliquer encore pour quelques années? Je pense qu'on a assisté au discours le plus mémorable de Donald Trump sur la scène internationale, où là, il a réaffiché un petit peu son alignement, son côté stratégique sur là où il souhaite mener les États-Unis, en réaffirmant son âge d'or américain, en insistant sur son bilan. Et le contraste, il ne pouvait être plus flagrant par rapport à cette ère mondialiste, très écologiste que proposait Joe Biden au préalable. Donc là, on est arrivé avec une vraie énergie et tout le monde a pris pour son grade, surtout l'ONU, devant lequel il intervenait, qui disait mais en fait moi depuis que je suis à la Maison Blanche depuis 7 mois j'ai résolu 7 conflits. Qu'a fait l'ONU? Ils ont même pas pris leur téléphone, ils sont pas venus me remercier. Et il a également aussi pointé du doigt l'ensemble des nations européennes, notamment dans la gestion du conflit entre la Russie et l'Ukraine, sur laquelle ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils font tourner la machine de guerre russe en achetant du pétrole raffiné en Inde et du gaz en Inde. Il a dit vous continuez les grands embargos à acheter même en Inde, mais directement même aux Russes. Oui, alors c'est pour certains pays, notamment la Hongrie, la Croatie et la Turquie dans une moindre mesure, mais le vrai problème, et c'est là où on sous-traite notre hypocrisie, c'est qu'on achète du pétrole et du gaz qui sont raffinés en Inde et qui derrière apparaissent sous marque blanche et on l'achète et donc on fait tourner l'économie russe. Et donc Donald Trump lui propose que des sanctions secondaires qui viseraient donc les pays qui viennent importer les hydrocarbures russes, à savoir la Russie notamment, l'Inde et dans une moindre mesure la Chine, soient sanctionnés par l'ensemble des pays pour pouvoir couper l'oxygène et mettre fin à cette manne financière qui maintient la guerre contre l'Ukraine. Alors Nicolas Cancoire, il a été quand même très très dur, en tout cas très catégorique sur l'immigration, notamment en Europe. La maison, il dirait moi j'ai arrêté l'immigration illégale, regardez mon bilan depuis 8 mois. Il a accusé les Nations Unies d'encourager l'invasion de certains pays, notamment en Europe, par l'immigration illégale. Il a déclaré les Nations Unies financent une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières. L'ONU soutient les personnes qui entrent illégalement aux États-Unis. Est-ce qu'il ne va pas un peu loin quand même? Non, c'est factuel et c'est sourcé et il le dénonce de manière récurrente que cette immigration de masse, cette submersion migratoire n'est rien d'autre qu'un suicide civilisationnel. Ces remplacements, quand on n'est pas en mesure d'intégrer et d'accueillir dignement ces personnes-là, eh bien en fait on ne rend ni un cadeau à ceux qu'on reçoit ni aux populations qui sont autochtones. Donc ça, c'est un vrai cri d'alerte, d'autant plus que Donald Trump est arrivé à la suite de la plus grave crise migratoire des États-Unis qui a été sous Biden.
sur laquelle plusieurs millions de... des dizaines de millions qui ont franchi illégalement parce qu'il y avait un appel d'air. Et on l'a vu en Europe, c'est Angela Merkel qui avait fait venir 1 million d'Afghans, de Syriens, et sur lesquels ça pose des véritables problèmes de sécurité, d'insécurité, d'immigration, d'islam grandissant, et notamment aux États-Unis qui en étaient le théâtre. Où aujourd'hui, pour des simples critiques envers l'islam, ça vous vaut d'être mis en prison dans des pays comme l'Angleterre. L'Angleterre, c'est même si vous mettez un tweet, c'est-à-dire soi-disant subversif, on vous arrête. Mais alors là où il est allé très loin encore, parlons du climat. Alors là, il fait hurler évidemment les écologistes et beaucoup d'autres. Et il a dit le changement climatique était, et là quand même il va fort, le changement climatique est la plus grande arnaque jamais menée contre le monde. Le concept d'empreinte carbone, une supercherie inventée par des gens aux intentions malveillantes. Ça va pas un peu loin, ça ? C'est une grande escroquerie organisée dont certains profitent abondamment. Ce New Green Deal qui avait aux États-Unis avait vocation aussi il y a eu des grands profiteurs, et notamment ne serait-ce que sur tout ce qui est éolienne, ça vient principalement de Chine dans des conditions pas humaines, pas écologiques, et qui viennent saboter l'ensemble de nos paysages en Europe. Et surtout que nous on réduit l'empreinte carbone de Bravo il dit en France, qui est 0,9% d'émissions de gaz à effet de serre, je l'appelle, mais chez les autres il y a 70% d'émissions carbone. C'est open bar pour eux d'ailleurs, donc en Chine ils se frottent les mains quand nous on s'impose des réductions, et donc là ça contribue à cette nouvelle âge d'or américain que de libérer l'énergie. Donald Trump avait cette promesse de campagne qui était drill baby drill, on va forer pour pouvoir être même abondant et être excédentaire en production énergétique, et c'est nécessaire pour pouvoir relancer l'économie et réindustrialiser. On a cette mondialisation heureuse, cette désindustrialisation vers des pays du tiers-monde qui en fait on est en fin de cycle, et désormais pour pouvoir produire ça va de pair avec sa stratégie de guerre commerciale, de production d'énergie et de dérégulation de l'économie pour pouvoir être vraiment une puissance économique de premier plan. Mais est-ce que ça veut dire, alors aussi, juste un mot aussi, vous parlez de Russie, Ukraine, etc. Parce qu'on a dit, oui, mais Trump, il suit Poutine comme un toutou, certains disaient qu'il est vendu aux Russes, espion, etc. Mais il a répondu, il a dit que si les appareils russes violaient l'espace aérien de l'OTAN, on lui a demandé s'il était d'accord pour qu'il faudrait abattre ces appareils russes, il a dit oui. Voilà, on voit qu'il est très ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine, et qu'il donne un blanc-seing aux nations européennes, toujours d'ailleurs en fournissant et en vendant de l'armement en quantité, et d'ailleurs en permettant à ce que l'Ukraine puisse aller taper dans le territoire russe jusqu'à ce qu'ils puissent regagner l'ensemble de leurs frontières avant le conflit. Donc encore une fois, ça serait vraiment mentir ou d'être dans la désillusion complète de dire que Donald Trump avait qu'un seul souhait, c'était que faire capoter l'Ukraine et profiter à ce que la Russie puisse avoir... Sauf qu'il se retire de l'aide et il laisse les Européens maintenant acheter, y compris du matériel américain. Mais on n'est pas en mesure de le produire, cet armement-là. On n'a pas les bandes passantes, on n'a pas la technologie, et en soi, sans le renseignement d'ailleurs qui est fourni par les États-Unis, la guerre s'arrêterait du jour au lendemain. Donc il y a un soutien constant. Il a sacrifié beaucoup de son capital politique, et en vue de la résolution de ce conflit, désormais c'est un effort conjoint qui doit être fait, et donc d'aller taper là où ça fait mal aux Russes en arrêtant l'import de leur gaz, parce que c'est vraiment ça qui vient alimenter la machine de guerre. Et que l'Europe se débrouille et s'unisse si elle a à s'unir. Dernière question, Nicolas Conquer, c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'on voit. L'Amérique était pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, faut le dire aussi, fomenteuse de certains coups d'État, nation building et compagnie. On a l'impression que avec Trump et puis ce qui se passe en ce moment, dit nous, on s'occupe de l'Amérique, des intérêts de l'Amérique, America First, etc. Et puis les autres, on ne dit pas qu'on s'en fout, pas du tout. Mais qui est pour nous et qui est contre nous? C'est-à-dire, c'est une politique très volontariste, mais qui ne tient pas de dire je vais arranger la démocratie ici et là-bas, je vais bâtir la démocratie. C'est plus le problème. Bon, on a vu ce que ça a donné durant ces dernières décennies, et donc ces aventures au Moyen-Orient, elles ont plus lieu d'être, et donc elles font pas partie du courant qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche. Et donc il fait honneur à ses électeurs, et il réaffirme sa ligne qui est America First, donc l'Amérique d'abord, qui n'est pas America Alone, pas Amérique seule. On sait qu'ils sont nos alliés, on veut pointer aussi leurs insuffisances et leurs détracteurs, mais on veut pas juste être replié contre nous-mêmes et continuer à maintenir ces alliances. Donc je pense que il est vraiment dans une logique vraiment patriote plutôt qu'être d'interventionniste, et ça permet de préserver la paix et de mettre fin à des conflits plutôt qu'éviter, comme les administrations précédentes, qu'elles explosent, qu'il y ait des invasions. Et il est en désaccord complet avec Emmanuel Macron sur la reconnaissance de l'État palestinien, apparemment.
Ah mais résolument, et d'ailleurs il le dit, c'est faire un cadeau et un privilège au Hamas que de reconnaître un État de Palestine qui est un État abstrait, alors que ceci s'inscrit au lendemain du 7 octobre. C'est là où ça va être intéressant, ceux qui disent que effectivement l'accord va isoler le Hamas, et d'autres qui disent pas du tout, c'est une victoire pour le Hamas. C'est les deux opinions qui s'affrontent, on verra laquelle aura droit de citer, enfin sera vrai. Merci Nicolas Conquer. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Cédric Jubilard, l'affaire Jubilard, ça occupe évidemment beaucoup, et à juste titre, les médias depuis quelques jours. Ça a beaucoup occupé auparavant, bien sûr, mais on est en plein procès là. Le procès s'est ouvert le 22 septembre devant la cour d'assises du Tarn à Albi, bien sûr. Le procès se déroule à huis clos et il s'agit, on le rappelle, de la première apparition publique de Cédric Jubilard depuis son incarcération. Donc, il est devenu, je rappelle simplement, rapidement, la disparition mystérieuse de Delphine Jubilard, une infirmière française, survenue fin décembre 2020. Donc, vous voyez, ça va faire bientôt 5 ans, à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Delphine, âgée d'une trentaine d'années et mère de 2 enfants, elle a disparu sans laisser de traces dans la nuit de 15 au 16 décembre 2020. Son mari, Cédric Jubilard, est rapidement devenu le principal suspect. Il a été mis en examen pour homicide volontaire en juin 2021, malgré l'absence de corps ou de preuves directes de ce qu'il serait arrivé à Delphine. En rebondissement, témoignages contradictoires, etc. Ça a attiré beaucoup d'attention, et aujourd'hui, c'est le procès. Et aujourd'hui paraît aussi l'affaire Jubilard aux éditions Fayard. Stéphane Sinon, bonjour. Bonjour André. Je ne vais pas vous présenter, on vous connaît, on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous êtes producteur, vous êtes journaliste, et donc vous êtes co-auteur de cette affaire Jubilard. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure où nous parlons? Bon, on va entendre effectivement. Alors, Cédric Jubilard nie, évidemment, il a affirmé son innocence, d'ailleurs, dès la première journée. Ouais. Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés. Je n'ai pas tué Delphine Jubilard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, vous avez fait donc l'enquête, une grosse enquête. Alors, on peut s'entendre au moins sur un point avec la défense, c'est que, je dis la défense de Cédric Jubilard, c'est que l'enquête n'est pas parfaite. Pourquoi elle n'est pas parfaite? Elle n'est pas parfaite parce qu'il y a des tas de choses qui n'ont pas été vérifiées. Hier, évidemment, avec une certaine gourmandise, Emmanuelle Franck, qui est l'avocate de Cédric Jubilard, faisait remarquer que les gendarmes n'avaient pas vérifié une voiture suspecte, dont on ne sait plus très bien si c'est une 205 ou une 308, si elle est bleue ou si elle est noire. Bon, cette signalisation me paraît un peu vaseuse, mais établit que les gendarmes ne s'y étaient pas suffisamment intéressés. Nous, dans le livre que l'on publie, de 250 pages, qui réunit toutes les pièces à conviction du livre pour se faire sa propre opinion, parce que c'est l'idée de cette collection, c'est voilà, on vous pose sur la table tout ce qu'il y a dans le dossier. Oui, voilà les éléments du dossier. Exactement. Et puis nous, on dit que c'est la téléphonie qui a été très mal comprise et très mal exploitée par les enquêteurs. Mais peut-être, alors Stéphane Simon, rappelez comme vous avez fait l'enquête, au fond aujourd'hui, parce qu'on a tout entendu et le contraire. On rappelait que Cédric Jubilard pleurait quand, il y a eu les larmes. Quand il a téléphoné, oui. Quand il a téléphoné, etc. Enfin, c'est un homme inquiet, vaguement inquiet, parce que après avoir téléphoné aux gendarmes, il joue quand même aux jeux vidéo, et puis il se met tout de suite sur un site de rencontre. Donc c'est quand même un mari inquiet qui oublie d'aller marcher dans le village ou aller voir la voiture, c'est de Delphine, si elle a été déplacée, mais qui a des chaudes larmes au téléphone avec la gendarmerie. Ouais. Alors justement, rappelez alors cette histoire de téléphonie, etc. Qu'est-ce que vous avez découvert dans votre enquête? Alors, on a découvert d'abord que des premières extractions du téléphone avaient été faites en 2020, à 21 exactement, au début, après la disparition de Delphine Jubilard, et qui avait un point de géolocalisation qui était curieux, qui apparaissait à 3h21 du matin, mais les enquêteurs n'ont pas compris ce point de géolocalisation, qui est en fait au bout d'une exploitation agricole à 25 km du domicile des Jubilard, à la lisière d'une petite forêt. Donc vous voyez un point intéressant sur le papier, mais les gendarmes ont dit ça paraît être un bug technique, un faux positif, parce que on comprend pas, le téléphone il est à recharger et il est éteint. Ce qui est d'ailleurs curieux pour Jubilard, parce que Cédric Jubilard dit aux enquêteurs que son téléphone il l'a rechargé parce qu'il était à plat. Or il le recharge parce qu'il a 40%
de batterie. Et au lieu de faire comme d'habitude pour le mettre en avion, en mode avion pour dormir, il l'éteint complètement. Bon, bref, ce point de géolocalisation, on comprend pas très bien pourquoi ce qu'il fait là, donc on oublie ce point, d'aller vérifier ce point. Et il se trouve que au printemps dernier, les avocats des parties civiles, maître Pauline Rongier en particulier, va demander à ce qu'on fasse une recherche, je dirais, élargie sur le téléphone de Cédric Jubilard. Les données. Mais il avait un téléphone ou deux téléphones? Eh ben justement. Alors, à ce moment-là, on voit que dans le téléphone principal, dans cette période élargie, c'est du coup 17 fois que ce point de géolocalisation apparaît. Et cette fois entre le 14 novembre et le 16 décembre. C'est-à-dire vraiment pendant le mois qui précède, il va retourner 5 fois sur place. Pendant le mois qui précède la exactement, mort. Ce qui pourrait établir d'ailleurs une préméditation si jamais on retrouvait le corps ici. Et alors là, cette fois-ci, l'avocate a demandé à ce que la justice se transporte. La justice a estimé qu'elle n'avait plus le temps de se transporter. Le procès arrivait en septembre et donc on était en juin, c'était trop tard. Donc mais on peut espérer, j'espère d'ailleurs qu'à l'issue demain de l'audition des experts, la justice va se transporter car c'est important. Même si on trouve rien là-bas, c'est important d'établir, ça pourrait peser en faveur de l'innocence de Cédric Jubilard, mais si on trouve le corps là-bas, ça établit la préméditation et ça permettra de donner une sépulture, je dirais, décente à Delphine Jubilard et que la famille puisse faire son deuil enfin. Mais c'est étonnant quand même, Stéphane Simon, ça fait presque 5 ans, on l'a dit, elle a disparu sans laisser de traces, je rappelle, dans la nuit du 15 au 16 décembre. À la limite, aujourd'hui, j'exagère à peine, on ne sait pas si elle est morte ou vivante. On est sûr qu'elle soit morte. Ah, écoutez, franchement, non, je veux dire, on va pas se raconter d'histoire. Qui peut penser qu'une femme qui adore ses 2 enfants, qui sont petits, 6 ans et 18 mois, va sortir, partir, disparaître, se donner la mort alors qu'elle a envie de refaire sa vie avec son amant, parce que c'est de ça dont il s'agit. Oui, il faut rappeler cela. Parce que alors, Delphine Jubilard en a marre de sa vie avec Cédric, qu'elle appelle une vie de bidochon, il termine pas la maison, il est négligent, il fume des pétards toute la journée, elle n'en peut plus de sa vie avec lui. Et depuis quelque temps, elle voit un certain Jean, qui est un homme qui est lui aussi en compagnonnage avec Cathy, et ils vont nouer une relation extrêmement dense, passionnée, et ils vont se promettre de se marier, d'avoir des enfants à nouveau ensemble. Et puis le fameux jour de la disparition de Delphine, elle reçoit un SMS de Cathy, donc la compagne de Jean, qui lui dit j'ai compris et je m'efface. Simplement, je vous demande une chose, Delphine, on ne se connaît pas, mais je vous demande une chose, laissez-nous passer les fêtes de Noël tranquillement ensemble. Et évidemment, Delphine accueille cette nouvelle comme un soulagement. Elle a compris que son amant venait d'annoncer la nouvelle et elle lui dit oui, bien sûr, et moi aussi de mon côté, on va passer les fêtes de Noël. Il n'y a pas de sujet. Stéphane, Jean et Cathy avaient des enfants? Alors, Jean et Cathy avaient un enfant, me semble-t-il, mais il faudrait le vérifier. C'est vrai que excusez-moi, André, mais ça j'ai oublié. Voilà, donc ce qui est probable, c'est que Delphine puisse annoncer dans la foulée de ce message de Cathy à dire à Cédric que cette fois-ci elle y va. Elle lui a déjà fait comprendre qu'elle allait partir. Elle lui a déjà dit je vais me barrer, j'en peux plus de cette maison de bidochon, etc. Et d'ailleurs dans la journée, elle va à sa banque pour demander le changement de ses codes de carte bleue, puisque Cédric a parmi ses défauts de lui emprunter régulièrement cette carte et de jouer en ligne avec, ou alors d'aller s'acheter des pétards. Il fume énormément de pétards, une dizaine de pétards par jour. Et en pointe de consommation, il est monté jusqu'à 25. Donc c'est un personnage assez particulier. Mais bon, pour autant, ça n'en fait pas un coupable. Ce qui est certain, en revanche, pour parler des révélations que l'on fait dans ce livre, c'est que on comprend enfin pourquoi ce point de géolocalisation est remonté. C'est parce que on explique que si Cédric Jubilard a coupé son téléphone, l'a laissé sur le côté, il peut avoir utilisé un deuxième téléphone dans lequel il a l'application boussole et retrouver ainsi le point où il pourrait éventuellement avoir caché la dépouille de Delphine Jubilard. Et quand il va revenir et réutiliser son téléphone principal, eh bien, les deux téléphones se resynchronisent.
Et là, on comprend. Ouais, c'est intéressant à suivre. Vous qui avez aujourd'hui, qui produisez notamment un magazine sur les grandes affaires, hein, les affaires criminelles, bien sûr. Affaires criminelles, absolument. Mais Stéphane Simon, est-ce que vous savez, enfin, sans demander un chiffre exact, est-ce que il arrive souvent comme ça que des corps, enfin mettons que dans la perspective qui paraît probable, hélas, qu'elle soit morte, je ne sais pas encore comment, mais bon, et qui se passe pendant 5 ans, qu'on ne retrouve jamais. Est-ce que c'est quelque chose de répandu là-dessus? Oui, il existe. D'ailleurs, il faut noter qu'on n'a pas besoin de retrouver le corps pour se faire une intime conviction. Dans l'affaire d'Agnès Leroux, Agnelet a été condamné alors qu'on n'a jamais retrouvé ni la voiture ni le corps de Agnès Leroux. Casino Roule. Voilà, exactement. Dans l'affaire de Simone Weber, on n'a pas retrouvé non plus les corps. On a retrouvé quelques indices, mais pas les corps. Donc vous dites qu'on n'a pas besoin de retrouver le corps pour se faire une intime conviction. Ouais. Alors en revanche, il faut que la majorité des jurés, et une large majorité, là il y a 6, il faudra au moins qu'il y en ait 4 si je ne m'abuse, voire 5, je ne sais plus si c'est qui disent la culpabilité de Cédric Jubilard. Mais si vous voulez, dans ce dossier, il ne faut pas se laisser berner. Il est courant, notamment la presse locale dit tout le temps, il n'y a rien dans ce dossier. Nous l'avons examiné ce dossier, il n'y a certes pas de preuves irréfutables, mais il y a des indices graves, concordants et surtout corroboratifs, c'est-à-dire que on revient toujours à Cédric Jubilard. Quand on expertise les lunettes, on voit bien qu'il y a eu un coup de poing, une charge dynamique de 18 kilos qui a frappé les lunettes en deux. On dit qu'il n'y a pas de scène de crime, mais enfin, ces lunettes sont retrouvées dans le salon, ainsi que cette couette que Cédric Jubilard se dépêche de vouloir laver pendant la nuit, alors que les gendarmes arrivent. Pourquoi est-ce qu'il veut laver cette couette? Il semblerait qu'il a confié à une de ses amoureuses que Delphine Jubilard, dans l'étranglement, aurait uriné sur cette couette. Donc c'est ça qu'il chercherait éventuellement à laver. Et puis quand on dit qu'il n'y a pas d'aveu, certes il n'y a pas d'aveu devant les gendarmes et la juge d'instruction, mais il y a des confidences. Les confidences de la mère de Cédric, qui dira depuis le début du mois de novembre, Cédric me dit que si elle le quitte, il la fera disparaître et il sait où il l'enterrera pour qu'on ne la retrouve pas. C'est la mère de Cédric. La propre mère de Cédric Jubilard. Il y a par ailleurs les 2 amoureuses assez fugaces de Cédric de Jubilard, dont une au parloir qui venait le voir régulièrement, qui s'appelle Jennifer, qui a raconté qu'il lui aurait dit qu'il l'avait étranglé en faisant une clé de coude. Qui a déclaré cela, qui va être entendu. C'est ça, ces histoires. C'est vrai que ce sont des affaires criminelles assez terribles d'un côté, évidemment, atroces, mais d'un autre côté, c'est vrai que ce mystère plane. Nous avons d'ailleurs, je crois, Vincent, Maud. Oui, Vincent qui nous appelle d'Agde. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Vincent. Bonjour à tous les auditeurs. Vincent, on vous écoute. Oui. Mais moi, c'était pour... j'ai écouté ce monsieur-là qui parle sur l'affaire Jubilard. Oui. Alors, ça fait 3 ans ou 5 ans qu'on ne trouve aucune preuve contre ce monsieur, contre le mari Jubilard. Par contre, je trouve qu'on s'est vite éloigné de l'enquête par rapport à l'amant et la femme de l'amant. Là, plus Alors non, c'est pas vrai ce que vous dites, monsieur, parce que, pardonnez-moi, mais en l'occurrence, les gendarmes ont travaillé très sérieusement sur 5 pistes. Ça a d'ailleurs été rappelé hier à la cour d'assises. Ils ont travaillé sur 5 pistes. Le rôdeur, bien sûr, la rencontre de dernière minute, mais bien sûr, Jean et Cathy, parce que on dit Jean, mais ça pourrait être autant Cathy que Jean, qui aurait pu avoir à maille à partir avec Delphine, mais non, on a des preuves irréfutables de leur présence à 80 km de là. Donc c'est absolument impossible. Ça a été prouvé. Oui, ça a été prouvé, c'est dans le dossier. Voilà, parce qu'on n'en parle jamais à la radio. Mais vous allez voir, monsieur, vous allez voir, ils vont être convoqués, ça va être un des temps forts du dossier, des audiences, c'est que Jean va venir témoigner à la barre, on va comprendre à quel point son histoire était sérieuse avec Delphine et qu'il n'avait absolument pas envie de faire autre chose que de vivre avec elle. Et puis, il va expliquer tout ce qu'il a fait la nuit du drame. Mais dernière chose, alors, Stéphane Simon, c'est vrai, c'est ce qui est passionnant dans ces histoires. Mais aujourd'hui, pour jouer non pas l'avocat du diable... Je vous en prie. Mais en fait...
c'est comme vous dites l'anticonviction. Mais c'est très spécial l'anticonviction parce que si on n'a pas de preuves flagrantes, quand je dis flagrante, le corps, mais je ne sais pas. Preuves irréfutables. Voilà, bravo, et preuves irréfutables, Stéphane. Comment on peut prendre, je ne sais pas, moi je serais juré, je serais très embarrassé. Je comprends. Parce que... je comprends, voilà. et puis surtout, je dirais qu'un des principes de notre droit, c'est de dire qu'il faut préférer laisser un coupable en liberté que de condamner un innocent. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Et d'ailleurs, jusqu'à l'énoncé du verdict, eh bien, Cédric Jubilard, il faut le rappeler, est présumé innocent. Néanmoins, encore une fois, c'est à ça que sert un procès qui va durer 4 semaines. On va entendre on a entendu celle qui s'occupe du petit garçon qui a tout vu la nuit du drame. On va entendre les uns, les autres. Tout sera mis sur la table. Tout va être mis sur la table. Et à l'issue de tout ça, et chacun va se faire son intime conviction en son âme et conscience. Et c'est un moment, effectivement, particulièrement, je dirais, intense, parce que dans cette affaire, il n'y a pas de preuves irréfutables, mais attention, on a beaucoup exagéré le fait qu'on n'avait rien dans le dossier. Ça, croyez-moi que c'est faux. Rien dans le dossier et pas de preuves irréfutables, il y a une marge. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, et c'est ça, et c'est vraiment très intéressant, on le sait, c'est tout le problème des assises, etc. C'est cette histoire d'intime conviction et seul avec sa conscience. Enfin, chaque juré, disons. Juste un mot. Dans ce genre de procès, les magistrats sont avec les jurés ou pas? Parce qu'en Amérique, comme vous le savez, ce fameux 7 hommes en colère et tout ça, on connaît les films. Les jurés se réunissent en l'absence totale d'un quelconque magistrat, mais c'est pas le cas en France. Dites-moi. Alors, c'est les magistrats qui vont encadrer les délibérations, mais en revanche, on refait pas le match en coulisses. Il n'y a pas d'influence. Est-ce qu'ils ne peuvent pas influencer s'ils sont là? Alors, toujours une manière de présenter les choses, mais quand même, l'influence, elle est relative. Pensez donc, 4 semaines de procès, 4 semaines avec des témoignages dans tous les sens, des informations particulières. C'est la parole des magistrats à la fin, c'est quand même assez rapidement, parce que je rappelle que ça vient vite. Il faut donner une décision assez rapide. Là, il s'agit de dire oui ou non. Ça, c'est réponse simple. Et Cédric Jubilard est-il coupable ou pas? Et après, il peut y avoir des discussions sur la peine, parce qu'évidemment, tout le monde ne peut. Il faut trouver une peine commune. Mais les jurés participent à la définition de la peine? Me semble-t-il. Il faudrait vérifier, je ne suis pas absolument formel. Mais en tout cas, les jurys, ils peuvent dire, si la peine ne leur convient pas, ils peuvent rehausser la peine. Même ça se fait même avec les magistrats professionnels, la peine peut être revue à la hausse ou à la baisse. Nous sommes à la lisière, effectivement, de cette condition humaine, aux abîmes. Merci Stéphane Simon. Je rappelle que vous êtes co-auteur, et c'est à lire, de l'affaire Jubilard qui vient de paraître aux éditions Fayard. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le blanchiment. Vous savez ce que c'est, le blanchiment? Non, c'est pas d'aller à la laverie, c'est pas à la lessive. Non, le blanchiment. Le blanchiment de l'argent. L'argent? Mais comment l'argent? Oui, l'argent sale. Vous dites, qu'est-ce que c'est l'argent sale? Qu'est-ce que c'est l'argent sale? Eh ben, ça se fabrique, l'argent sale. Ça se fabrique. Je vais vous donner des chiffres avant de vous dire l'auteur qui a fait ce rapport. Vous savez combien rapportent en capitaux les contrefaçons? 5,7 milliards d'euros. Le narcotrafic, 3,5 à 6 milliards d'euros. La contrebande de tabac, 2 milliards d'euros. L'exploitation sexuelle, 1 à 3 milliards d'euros. Fraude aux finances publiques, tout ça annuel. Tout ça, fraude aux finances publiques, 20 à 40 milliards d'euros. Au moment où Bayrou nous disait, on cherche les 40 milliards, où sont les 40 milliards? Il pleurait presque, le pauvre François. Atteinte à l'environnement, 1,3 milliard d'euros. Et la source, commission d'enquête, données Commission européenne, vous voyez, ministère des Comptes publics, tout ça, chiffre officiel. Et qui a sorti un livre là-dessus et a enquêté très longuement là-dessus? C'est la sénatrice Nathalie Goulet qui a sorti aux éditions de Cherche Midi l'argent du terrorisme. Le terrorisme faisant partie évidemment de cette grande lessive. Bonjour Nathalie Goulet. Mais bonjour. Alors Nathalie Goulet, vraiment quand on voit les chiffres que vous donnez dans votre livre et que vous donnez dans vos rapports,
C'est hallucinant. Je rappelle en début d'émission, avant que vous veniez, que le blanchiment d'argent est estimé, selon les chiffres, entre 2,5% du PIB mondial, de 2000 à 5000 milliards de dollars par an. C'est bien ça. Ouais. Voilà. Et on récupère combien? À 2%. C'est ça. Alors c'est quoi cette histoire? Racontez, c'est quoi cet argent sale? Et je veux dire, c'est presque une industrie, c'est la première industrie du monde, quoi. Ah oui. Ce blanchiment. Ah oui, c'est énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a une criminalité organisée qui produit de l'argent sale. Alors, vous avez... Alors, c'est quoi l'argent sale? C'est-à-dire, comment l'argent propre se transforme en argent sale? Ah, mais non, c'est le contraire. C'est de l'argent sale qui transforme en argent... c'est-à-dire que les trafics, bon, évidemment, il y a beaucoup d'espèces. C'est tous les trafics, le trafic d'êtres humains, le trafic de tabac, vous en avez parlé, la contrefaçon. Quand vous achetez une fausse chemise Lacoste ou un faux sac de marque sur un marché, vous n'avez pas l'impression de commettre un acte criminel et pourtant, vous allez enrichir des réseaux. On parlera sûrement plus de la contrefaçon un peu plus tard, tout à l'heure. Bon, vous avez aussi les trafics d'or, c'est-à-dire vous avez de l'exploitation minière non déclarée, avec de l'or qui va transiter dans des pays pour être transformé et puis être vendu. Donc vous avez cet or non déclaré qui va être transformé en bijoux que vous allez acheter à Dubaï ou ailleurs. Ça, c'est typiquement de l'argent sale qu'on blanchit ensuite par les trafics. Et puis, vous avez évidemment le trafic de drogue. Alors, il y a une petite obsession sur le trafic de drogue, et c'est normal, parce que c'est très criminogène. Mais c'est pas le trafic le plus important. Il faut bien comprendre que les salopards qui font ça sont pluridisciplinaires. Ils font un peu de drogue, ils font un peu d'exploitation sexuelle, ils font un peu de contrefaçon, ils font un peu de trafic de cigarettes. Ils sont pas dans un seul domaine. Non. Ils sont multicartes. Voilà, ils sont multicartes. Et donc, vous pouvez pas voir la criminalité organisée uniquement par... C'est important, et on a voté un texte important, et le ministre de l'Intérieur comme le ministre de la Justice sont focalisés sur le narco. Mais c'est un élément parmi d'autres éléments, avec des gens qui sont pluridisciplinaires. Alors c'est très intéressant puisque vous avez fait une carte, je la montre d'ailleurs, la carte du blanchiment d'argent. Regardez, cette carte-là, elle est très remarquable. Rapidement, voilà, on fait la collecte d'argent sale. Voilà. Ensuite, on place. Alors où on passe dans le système financier. C'est ça. Alors, on passe dans le système financier, ça veut dire qu'on va sur un compte bancaire. Par exemple. C'est ça, une société, machin, etc. Voilà. Et puis je prête à la société X et Y. Voilà. Société Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Donnez-moi l'exemple. Un blanchiment. Je voudrais comment ça se passe, le circuit. Non, un blanchiment simplissime. Ouais. Vous allez dans un bureau de tabac, vous avez un jeu de grattage. Ouais. Vous gagnez 200 €. Ouais. Moi, je suis là. Je vais vous donner 210 € en cash. Vous allez me donner votre ticket. Moi, j'ai blanchi 200 €. D'accord. Voilà, c'est ça, puisque j'ai le reçu officiel de mes 200 €. Oui. Et les 210 ou les 220 que je vous ai donnés viennent d'un trafic quelconque, j'ai du cash. Et oui, je vous donne évidemment, je vais encaisser les 210, 220. Ben voilà. C'est du bonus. Voilà. Et lui, comme ça, et moi, avec votre billet à gratter, j'ai blanchi 200. D'accord. Et ça multiplié par, etc. Oui, par 100 000, etc. Alors le reste, évidemment, vous avez tout un système de fausses factures, vous avez tout ça est une industrie très très bien gérée, très très bien organisée. Et c'est à l'échelle mondiale, on peut dire. C'est à l'échelle mondiale. Ah oui, parce que les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, que vous avez donnés de 2 à 5% du produit mondial, entre 2 000 et 5 000 milliards de dollars, c'est au plan mondial. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argent sale qui vient de la drogue, du trafic de migrants, de la contrefaçon, ou du trafic d'or, sexuel, trafic sexuel ou autre, enfin tout ça. 150 milliards de chiffre d'affaires quand même. Pas rien. Ce trafic-là manque à l'économie mondiale. Il va manquer aux routes, il va manquer aux écoles, il va manquer aux hôpitaux, etc. Donc, si vous voulez, vous avez une espèce d'industrie parallèle avec des plaques tournantes où les gens peuvent se balader avec des valises de billets et acheter des objets de luxe et que les revendre ensuite officiellement. C'est qu'il y a toute une industrie parallèle de cette criminalité organisée. Et il faudrait s'y attaquer sérieusement.
Oui, alors c'est ça, on va en parler, parce que apparemment, je ne sais pas si on s'y attaque sérieusement, mais enfin, les chiffres n'ont pas beaucoup bougé. On peut pas dire qu'il y a eu une diminution de... Alors, à ce moment vraiment précis, je voudrais rendre hommage à nos forces de police, de gendarmerie, au service du renseignement financier, et aux magistrats qui font un boulot remarquable, parfois avec des moyens réduits. Oui. Bon, donc là, il y a eu une saisie d'or à Marseille hier, d'ailleurs très très importante, une cinquantaine de lingots et puis je ne sais plus combien de millions de cash. Bon, il y a un travail fantastique de fait. Ouais. Mais la marge de progrès... Mais la marge est énorme. Alors, on va tracer, d'ailleurs, justement... toujours en suivant et votre livre et vos enquêtes surtout. Commençons évidemment, on en parle beaucoup, et je voudrais commencer par la drogue. Ouais. Rapidement, alors cocaïne, quand même 53, non parce qu'on parle 53,5 tonnes saisies en 2024, augmentation de 130% par rapport à 2023. C'est-à-dire en un an, ça a augmenté de 130% la cocaïne. Cannabis, en revanche, c'est la baisse. 101 tonnes saisies en baisse de 19% par rapport à 2023, c'est intéressant. Quand même, cocaïne, 53,5 tonnes. Les drogues de synthèse, ecstasy, MDMA, etc. Là aussi, plus 123% par rapport à 2023. Amphétamine et méthamphétamine, plus 133%. Alors, interpellation, 36 400 personnes. Violence, 110 morts, 341 blessés. Chiffre d'affaires du narcotrafic, enfin, ça vous parlait pour la France, on est bien d'accord. C'est plus de 3,5 milliards d'euros générés annuellement. Plus de 3,5 milliards d'euros. Mais attendez, si on s'arrête là, au fond, on se dit, mais attendez, tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura des acheteurs, achat, vente, offre et demande, et on dit qu'est-ce qu'il faut faire? Alors depuis 50 ans, est-ce qu'il faut légaliser? Est-ce qu'il faut légitimer? Est-ce qu'il faut punir les consommateurs? Il faut punir qui? C'est-à-dire, cette discussion, pardon, je prends sur la drogue, moi je vous parle en tant que journaliste, ça ne me rajeunit pas, mais depuis 50 ans, j'entends les mêmes discussions. Alors, on a quand même un mieux. Il y a eu une commission d'enquête au Sénat sur sortir la France du piège des narcotrafics, avec un accord à la fois de l'Assemblée et du Sénat quasiment à l'unanimité, ce qui dans la période... Oui, enfin d'accord, mais résultat, un texte qui donne plus de pouvoir aux magistrats, plus de pouvoir aux policiers, plus de sanctions. C'est tout le travail que fait Gérald Darmanin pour mettre les narcotrafiquants dans des prisons de haute sécurité. Oui, mais regardez les chiffres. Mais je sais, mais il faut bien que ça commence. Plus 123%, plus 123% par rapport à l'année dernière. Il était là déjà, Gérald Darmanin. Oui, mais quand même. Non, mais là, on a donné des outils. Et alors, je voulais quand même vous dire, parce que vous êtes étonné et vous êtes dubitatif et vous avez raison. Mais dans le cadre de l'enquête que moi j'ai menée au Sénat avec mon collègue Raphaël Daubé sur la commission d'enquête sur la criminalité organisée, on a quand même eu un marchand de biens à Dubaï qui nous a expliqué qu'il avait un client trafiquant de drogue qui achetait de l'immobilier régulièrement, jusque là ça va, de sa prison au Baumette. De sa prison au téléphone, en crypto. Ce qui veut dire que le travail que fait Gérald Darmanin pour isoler ces narcotrafiquants hyper dangereux, qui maintenant, je vous le rappelle quand même, ont des avocats qui s'organisent entre eux pour contester les conditions d'incarcération. Au nom de la violence à nos clients. Voilà. Et on ne sait pas comment ils sont payés et on ne le saura jamais. Mais cher, sans doute. Alors, tout ça pour vous dire que on est dans un système où la criminalité organisée présente évidemment des dangerosités pour la société, en dehors des problèmes de sécurité. Mais aussi des problèmes de drogue, d'intoxication, de corruption, etc. Mais vous comprenez bien qu'un jeune à qui vous allez proposer un apprentissage quelconque pour un métier lambda, et qui va gagner 500 € en faisant le guet, il a aucun espèce d'intérêt à apprendre l'accord du participe passé avec le verbe avoir. Non, mais les consommateurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les pénalise ou pas? À votre avis. Il va falloir, bien sûr. Il faut être deux pour danser le tango. C'est la même chose pour la contrefaçon. C'est la même chose pour l'exploitation sexuelle. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut responsabiliser. Il y a le marché, l'offre et la demande. Alors justement, mais en tout cas, c'est très parlant. Je dis pas encore une fois, il s'agit pas d'accuser tel ou tel, mais il y a un état de fait qui est là et si vous voulez, moi je suis assez frappé, mais on va en reparler du Salvador et autres et de ce qu'on peut faire.
Parlons des migrants, maintenant, Nathalie Goulet. Alors, ça, c'est très intéressant, c'est passionnant. Vous donnez les chiffres, et encore une fois, les chiffres parlent. Plus de 4000 passeurs interpellés en France en 2024, selon l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants. 4000 passeurs. En 2025, depuis janvier, plus de 20 000 personnes ont déjà traversé la Manche, un record historique malgré les mesures sécuritaires, avec une hausse de 48 à 75% par rapport aux années précédentes. Absolument. Depuis des années et des années, à gauche comme à droite. Moi, on fait pas la politique partisane là-dessus. Tout le monde dit il faut arrêter, c'est vrai. Attention, les illégaux et pas les illégaux. Regardez, hausse de 48 à 75% en 2025. Bien sûr. Alors, il y a eu des accords pris maintenant avec la Grande-Bretagne. Vous avez vu les accords qui ont été pris récemment. Il faut bien s'en occuper. À un moment, il faut s'en occuper. Là, je crois qu'on a un binôme Darmanin-Retailleau qui est quand même... ils sont plus là. Ils sont démissionnaires. Cher, il ne vous a pas échappé que nous sommes actuellement sans gouvernement. Mais c'est pour ça que je suis là, sinon je serai en séance. mais il y a quand même une volonté, et on peut imaginer qu'ils resteront. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Mais vous voyez, l'affaire du trafic de migrants, qui procure au niveau mondial à peu près 7 milliards d'argent sale. 7 milliards d'argent sale au niveau du monde. Et donc, vous avez des cas absolument extraordinaires. Vous avez, l'année dernière, un réseau, une filière illégale de migrants qui a été arrêtée entre la Pologne et la Biélorussie. Avec des Afghans, des Iraniens, des pauvres gens qui voulaient venir en Europe, etc. On a arrêté cette filière en Pologne et on a remonté leur financement. Bien. On a trouvé que 31 millions étaient partis au Hezbollah et 10 millions au djihad islamique. C'est-à-dire que non seulement ils font de l'argent sale, mais en plus ça finance le terreau. Donc si vous voulez, et lorsque ces migrants arrivent chez nous, vous avez l'État français et les institutions qui consacrent plus d'1 milliard pour l'asile et l'intégration. C'est-à-dire que si on n'arrête pas les filières illégales, on n'arrêtera jamais la spirale à la fois de l'utilisation des fonds et des filières, et en plus ce que ça coûte en déstabilisation pour la société et en coût pour le contribuable. Le droit, les dépenses sociales, les dépenses de santé, etc. On va continuer à en parler, c'est absolument passionnant et ça donne et ça éclaire vraiment le débat, parce que c'est l'autre débat. On parle d'économie, j'adore, et on oublie ça. Alors on va taxer ceci, on va faire la taxe machin et la taxe truc et la taxe machin, mais alors là, il n'y a pas de problème. Circuler, il n'y a rien à voir, puisque c'est de l'argent sale. On se retrouve dans 2 minutes, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et comment le peut être dans tous ces états quand on parle de ces milliards, ces dizaines, ces centaines de milliards d'argent sale, alors qu'on recherche fric désespérément et que chaque Premier ministre et chaque ministre a dit « je cherche, mais je ne trouve pas ». Alors, vous ne trouvez pas, évidemment. Et évidemment que vous ne trouvez pas la drogue, la contrefaçon, le trafic de migrants, le trafic d'or, le terrorisme, le blanchiment de capitaux. Tout ça, ça marche très bien, je vous assure. Et là, voilà, ma petite entreprise ou ma grosse entreprise ne connaît pas la crise, comme disait Alain Bachung. Mais justement, et Dieu sait si vous avez enquêté là-dessus, Nathalie, qu'est-ce que, par exemple, on parle du trafic de migrants, hein. Alors, Réseau international de trafic de migrants, en section de recherche Strasbourg, démantelé avril 2025. Voilà, association de malfaiteurs, mars 2025, démantèlement de trafic international entre l'Afrique et la France. 1700 personnes sont passées en 1 an. Au fond, est-ce qu'on sait combien de gens passent? Parce que ce qui est extraordinaire, on dit toujours, ah oui, on sait, ils sont arrivés, alors 1000, 100 000, 2 millions, 1 million. Comme c'est illégal, comme c'est clandestin, évidemment, on n'a pas de chiffres. On a d'autant moins de chiffres qu'effectivement, ce sont des filières illégales. Mais là, il faut aussi rendre hommage, il faut le savoir, on a quand même des organisations internationales, on a Europol, on a Interpol, qui organisent des réseaux entiers, parce que ce trafic de migrants, il vient de partout. Il vient d'Amérique du Sud, il vient d'Afrique subsaharienne, il vient d'Europe de l'Est, il vient d'Afghanistan, il vient d'Iran. Enfin, je veux dire, la planète entière est pleine de malheureux qui veulent avoir un avenir meilleur et qui sont exploités par des filières mafieuses. Et c'est bien payé, les passeurs. Enfin, ils gagnent beaucoup d'argent. Oui, ils gagnent beaucoup d'argent. Cash.
Cash. Oui, et après, ce cash-là revient dans l'économie. Alors, soit par de la corruption, soit dans des entreprises qui ont besoin de cash. Enfin, alors, comment justement, cher Madame Goulet, comment on blanchit? C'est-à-dire, par exemple, moi. Dieu que Dieu m'en préserve, mais enfin, j'ai débrouillé par un trafic, etc., de l'argent. En général, c'est quoi? C'est l'immobilier, le restaurant, on investit dans quoi? Genre le mec qui a gagné, ou la bande, etc., beaucoup de fric, c'est vieux comme le monde, mais comment je blanchis? Comment se fait l'opération? D'abord, vous pouvez en dépenser un peu. Oui, certes. Ça dépend les montants. Je peux m'acheter une maison, Non, vous ne pouvez pas vous acheter une maison en cash. Ça, c'est impossible. Ça, c'est terminé. C'est terminé, on ne peut plus. Ah non, ça, c'est pas possible. Mais alors, comment je fais Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Alors, vous avez des réseaux. Qui vont blanchir votre argent, par exemple des filières entières. Alors je ne veux pas stigmatiser les uns ou les autres, mais vous avez 100 000 euros en cash, vous allez les vendre à quelqu'un qui va les acheter 90 000 ou 85 000 et qui en échange va vous faire un jeu de factures comme si vous aviez acheté ou vendu quelque chose de parfaitement légal avec des entreprises qui n'existent pas vraiment. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire donc, qu'en fait, je garde les 85 000, j'en donne 10 000 avec qui m'arrange le truc. Qui les blanchissent via une facture de substitution d'un produit ou d'un échange qui en fait n'existe pas. Vous allez acheter une œuvre d'art surpayée, vous allez acheter, etc. Mais en réalité, ce blanchiment-là, ces réseaux sont extrêmement ou très sophistiqués ou pas du tout sophistiqués. Je vous ai parlé de Dubaï, des jeux. Je vous parle des casinos en ligne, par exemple. Vous pouvez aussi avoir des plateformes, de crypto-actifs qui peuvent être utilisés. Vous avez aussi des professionnels qui ont besoin de cash. Typiquement, le bâtiment. Oui. Le bâtiment a besoin de cash. Pourquoi? Oui, pour payer. pouvoir payer des salariés en partie en cash, etc. Ou au noir ou ailleurs. C'est ça, voilà. Et donc, non seulement vous allez perturber la chaîne économique, mais en plus, vous allez frauder l'URSSAF en prime. Bien sûr. Voilà. Bon, ça, ce sont des réseaux sur lesquels le cash est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'un des principaux clients, c'est des gens qui ont besoin de cash. C'est ça. Et qui donc, mais quand vous avez vos 100 000 euros, ce qui est grosso modo pas très difficile à dépenser, quand vous en avez beaucoup plus, vous avez des organisations qui sont là pour blanchir. C'est-à-dire que blanchir l'argent est leur métier. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des gens qui ont besoin de cash. Ils ont besoin de cash pour acheter des armes, ils ont besoin de cash pour... Oui, ça va jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, beaucoup plus, etc. Oui, bien sûr. Donc c'est-à-dire par exemple des achats d'armes, effectivement. Voilà, et puis vous avez des systèmes très sophistiqués, puis vous avez des systèmes qui ne le sont pas tellement. Vous avez un système vieux comme le monde qui s'appelle la Walla, c'est-à-dire que vous avez comme les banquiers lombards des rois maudits. Oui. Vous voyez, en fait, l'argent circule pas du tout. Vous avez un tiers de confiance qui va payer pour vous, et puis vous compenserez. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent circule pas du tout, mais il circule en réalité parce que vous avez un tiers de confiance. Si vous voulez payer quelque chose en Amérique du Sud, lui le fera. Lui le fera, et après il vous dira de payer quelqu'un d'autre, etc., qui viendra chercher sa petite valise. C'est assez hallucinant quand même. Mais ce qui est surtout difficile à comprendre, si vous voulez, c'est et à réaliser, c'est à quel point ça peut être facile et à quel point nos services ont des difficultés et à quel point le texte sur les narcotrafics qu'on a voté est utile. Mais après, il faut remplumer le service, il faut utiliser l'intelligence artificielle et puis vous allez tomber dans une société de contrôle et de surveillance. Et ça, les gens n'en veulent pas non plus. Et puis, Gérald Darmanin, un beau jour, lors d'une audition au Sénat que je présidais, a dit, un peu sur le ton de la plaisanterie, quand on lui a demandé une solution, il a dit, un peu comme si on faisait tomber la fièvre en cassant le thermomètre, il faudrait supprimer le cash. Mais supprimer le cash, c'est une atteinte aux libertés.
Oui, c'est ça. Mais je voulais dire, pendant que je vous écoutais, je comprends très bien. Parce que effectivement, la première des réactions serait de dire, mais attendez, supprimons le cash, puisque tout ça ne peut exister que par le cash. Non, mais attendez, vous gagnez votre argent. Ouais. Vous retirez du cash de votre banque. Déjà, vous avez des problèmes pour le retirer. Oui, et moi, je suis contre la suppression du cash, vous voyez. Mais moi aussi. Bon, vous voulez m'offrir des portes jartelles ou Dieu seul sait quoi. Oui, alors, c'est votre droit. C'est votre droit le plus strict, et votre banquier n'a pas à le savoir. Non, mais on est vous d'accord. faites ce que vous voulez avec votre argent. Je vous signale qu'aujourd'hui, les banques, à partir de 3 000 € vous demandent, alors que c'est votre argent, qu'est-ce que vous allez faire avec? Oui, parce que, mais ça ne vous regarde pas. Oui, mais ça, c'est le problème de la France des honnêtes gens qui, finalement, sont pénalisés par une surveillance. Mais c'est nécessaire. Mais là, si vous voulez, si vous avez des études, prenons un exemple plus sénatorial. Oui. Vous avez des enfants qui font des études à l'étranger, vous voulez payer des tuitions, etc. Vous avez besoin de remplir 14 500 formulaires pour pouvoir transférer de l'argent aux États-Unis. Oui. Alors que l'objet est archi-légal, etc. Oui, mais donc, supprimons déjà un certain nombre de formes et de normes et de paperasserie. Ça existe, ça ne m'arrange pas le problème. Mais on va en parler après une petite pause, parce que le vrai problème, justement, il est là. On va continuer à voir ça, mais ce vrai problème majeur, cet abîme, quand même, que vous décrivez, c'est un abîme. Enfin, c'est pas l'éléphant dans la maison, c'est tout le cirque, tout le zoo dans la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? On en parle tout de suite après une petite pause. Tous ces états. Et encore une fois, dans tous mes états, le trafic, l'argent sale, le blanchiment, des centaines de milliards par an, en tous azimuts, et qui font d'ailleurs, avec l'esclavage, avec tout cela, on en parlera du trafic d'êtres humains, on en a déjà parlé avec Nathalie Goulet. Je rappelle son livre, lisez-le, L'argent du terrorisme, avec une préface de Jean-Jacques Brizard, c'est paru aux éditions du Cherche-Midi. Nous avons, je crois, Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André et bonjour Madame. Je trouve qu'il y a vraiment un travail de fond qui a été fait, je l'en remercie, parce que moi ce qui me fait peur, c'est qu'on arrive aussi vers l'euro numérique, donc moi le cash j'y tiens. Je pense que honnêtement, pensez-vous pas qu'il faudrait justement être cash et mettre tous les moyens humains. On a quand même des moyens maintenant avec l'informatique, comme vous disiez, avec l'intelligence artificielle ou que sais-je. On a quand même, en Italie, par rapport à la mafia, il y a eu un vrai travail de fond. On a saisi des villas, des maisons. Ça, j'ai l'impression qu'en France, ça leur passe au-dessus de la tête. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des vrais moyens humains à donner avec des magistrats antiterroristes, vraiment, ou anti-mafiage? Je ne sais pas, mais la mafia, il faut qu'elle soit connue et reconnue. Et pour ça, il faut leur donner des moyens humains, techniques, pour lutter contre tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais voilà, elle est comme moi, elle est comme tout le monde. On a envie du cash et en même temps, on veut pas l'euro numérique, on veut pas être totalement fiché, mais on voit l'envers de la médaille. C'est ce que vous décriviez. Non, mais je pense que votre auditrice a raison. D'abord, l'euro numérique, il n'arrive pas. On en parle, mais le temps qu'on le mette en place, et en tous les cas, moi, je suis pas du tout d'accord sur ce sujet. Et puis, vous avez raison pour la mafia, et vous avez surtout raison pour les moyens qu'il faut donner aux magistrats et aux policiers et aux services de renseignement, évidemment, et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais vous voyez, notre système est tellement bien fait, on est plein de petits hommes gris qui produisent des normes. Et si vous voulez, vous ne pouvez pas espérer de réponse de gens dont le salaire dépend de ce qu'ils n'en trouvent pas de réponse. Voilà. Ouais. Et donc, vous avez aujourd'hui, dans un ministère que je ne nommerai pas, à 2 étages différents, peut-être 3, 2 systèmes différents pour décrypter la blockchain des cryptoactifs, pour retrouver l'origine, etc., non compatibles entre eux. C'est-à-dire que, oui. Dans le même ministère. Dans le même ministère. À 2 étages d'écart. À 2 étages différents, oui. C'est-à-dire expliquer. C'est-à-dire que vous avez eu 2 appels d'offres par 2 services différents. Qui ont abouti. On veut remonter la chaîne des blockchains, des capitaux. Il faut bien comprendre que les cryptoactifs sont traçables. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, voilà, c'est ça. Sont traçables. Ça prend du temps. Il y a des mixeurs, c'est-à-dire qu'on peut complexifier. On peut y arriver. Mais on y arrive. Il faut
arrêter de penser que c'est complètement opaque. Vous avez notamment chain analysis, etc. Vous avez un certain nombre de procédés, de logiciels, de technologies qui vous permettent aujourd'hui de décrypter les cryptos. Ça, il faut le savoir une fois pour toutes, et que les gens qui veulent kidnapper des gens sachent bien que de toute façon... c'est important. Mais c'est important. Qui vous écoute, et il faut le savoir, ça prendra un peu de temps. Mais ça se saura. Et on a le meilleur spécialiste chez Europol de ce système, qui est un Français. Donc, le ministère en question, il y a 2 services différents qui ont passé 2 appels d'offres pour avoir cette technologie de décrypter les cryptos, qui sont donc arrivés à 2 achats différents, qui sont incompatibles entre eux. Voilà. Ouais, et voilà encore de l'argent gaspillé, pas blanchi, mais gaspillé, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc votre auditrice a d'abord tout à fait raison. Il faut donner des moyens, il faut utiliser l'intelligence artificielle, il faut pouvoir avoir des forces humaines aussi, notamment pour les magistrats. Non, il est d'accord. Mais alors, justement, parlons un peu dans ce circuit que vous avez décrit, Nathalie Goulet. Il y a quand même les banques. Ah bah oui. En tout cas, un certain nombre de banques qui jouent un rôle non... Alors, quel rôle jouent, en tout cas, je dirais pas toutes les banques, mais un certain nombre de banques, parce que ça rapporte ça aussi. Et comment ? Alors, les banques peuvent être quel rôle ils peuvent jouer ? Les banques peuvent être distraites sur les opérations de certains de leurs clients. Vous voulez dire cacher ce sein que je ne saurais voir ? Peuvent être distraites. C'est ça. Voilà. Distraite, j'aime bien le mot. Alors, je suis distrait, j'ai pas vu. Ah bon, voilà, j'ai pas bien vu, j'ai pas bien vérifié l'origine des fonds, j'ai pas bien vérifié leur destination, etc. Des opérations que j'ai. Bon, alors voilà. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, pour faire simple, parce que dans les opérations de blanchiment, une des dernières en date est quand même sur 200 millions d'euros. La Banque du Vatican, qu'on a piqué la main dans le bénitier. Qui a acheté de l'immobilier à Londres avec du blanchiment, il faut le savoir. C'est une affaire. Banque du Vatican. La Banque du Vatican. Pas mal, Et puis vous avez des banques. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre l'opération. Oui, comment ça marche ? Comment ça se déroule ? Les banques laissent passer des opérations qui sont, frauduleuses. On ne sait pas d'où ça vient, mais voilà, on ne sait pas. On ne fait pas le contrôle de conformité au moment où il faut, ni sur l'origine des fonds, ni sur leur destination, ni sur le client final. Oui. Voilà. Alors, je vais vous donner le timing est le suivant. Oui. La banque reçoit des fonds. D'accord. D'un paradis fiscal quelconque, etc. Au lieu de faire une déclaration de soupçon, elle le fait pas. Au lieu de prévenir les autorités de contrôle, elle le fait pas. Donc l'argent tourne dans la machine et puis est utilisé pour autre chose. Puis un beau jour, il y a un contrôle et la banque se fait taper. On constate qu'elle a, il y a 2 ou 3 ou 4 ans, commis une opération qu'elle n'aurait pas dû commettre, laisser passer une opération. Mais pendant ce temps-là, d'abord, l'opération s'est faite, la banque a gagné de l'argent, elle a mesuré le risque, elle a provisionné une amende éventuelle, et en plus, c'est la banque qui paye l'amende, c'est pas le dirigeant qui a laissé passer l'opération. Donc, si vous voulez, là, on a une déresponsabilisation. Là, on a, par exemple, c'est du blanchiment, c'est de la fraude fiscale, ce qu'on appelle l'arbitrage des dividendes. Qui est un système un peu baroque, auquel on a mis un terme avec une loi très bien faite, mal appliquée. On est sur 3 milliards de fraude fiscale par an. En France. Le Crédit Agricole a signé une convention pour reconnaître sa responsabilité, a payé 88 millions d'amende. C'est énorme. Mais par rapport au montant, certes pas de 3 millions, mais par rapport au montant en jeu, d'abord, ça fait bien longtemps que la banque a gagné de l'argent sur cette opération. Elle a conclu une reconnaissance de culpabilité. Elle va payer 88 millions qu'elle a évidemment provisionné depuis longtemps. Et business as usual. C'est ça. Voilà. Ce sera intéressant. Écoutez, si le Crédit Lyonnais veut répondre. Crédit Agricole, pardon. Mais c'est récent. Mais de toute façon, il y a eu plusieurs banques. Mais moi, je trouve que c'est le système. Non, c'est absolument. C'est-à-dire que non, mais c'est passé pour Pfizer sur l'un d'un côté. Pfizer a payé des milliards et des milliards, sauf qu'ils ont gagné des milliards. Et là, avec les banques, c'est au fond, on ne veut pas savoir d'où vient l'argent. Non, mais là, sur l'arbitrage des dividendes, c'est un peu différent, puisque c'est une opération qui était qui n'était pas complètement interdite
Voilà, et sur lequel il y a eu bon, donc là il y a eu un accord. Je vous donnais cet exemple-là parce qu'on a eu beaucoup de mal à faire voter un texte de prévention de cette infraction qui est de la fraude fiscale pure. Mais déjà, est-ce qu'il n'y a pas, donc, mais d'après ce que vous dites, encore une fois, il y a des banques, il n'y a pas quand même de loi qui punit la distraction, qui punisse l'indifférence. Le système est très robuste. Oui. On a l'autorité de contrôle prudentiel, on a l'AMF, et donc l'autorité des marchés financiers. On a un système qui est très robuste pour les banques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles vous demandent 78 000 papiers quand vous voulez retirer 3 000 €. Et oui, puis, mais ça, oui. Enfin, et après, on punit. Oui, mais attendez. Est-ce qu'on ne punit pas là, les honnêtes gens qui ont de l'argent et qui ne demandent qu'une chose, c'est mon argent, vous pouvez vérifier, c'est ce que j'ai versé à la banque et c'est ce que vous faites travailler, sans vous que ça voyez me rapporte les distractions. On en a vu d'autres dans un autre registre. Quand vous pensez par exemple à l'affaire Kerviel, ça veut dire qu'il y a quand même à l'intérieur d'un certain nombre de circuits, un certain nombre de dysfonctionnements qui sont multiples. Je n'accuse pas du tout Monsieur Kerviel qui est venu auditionner au Sénat il y a quelques années. Il y a pas de. Non, je comprends. Les cas sont pas personnels. Je veux dire que cette affaire-là, quand vous la décortiquez, elle est emblématique. Quand vous regardez les subprimes et la façon dont ça s'est passé, c'est aussi emblématique de dysfonctionnement, mais aussi parfois de conflits d'intérêts dans un système bancaire international, avec des agences, etc. Enfin, tout ça et moi je crois foncièrement que le système bancaire est assez robuste. Je crois que la criminalité de bas étage, c'est celle-là qu'il faut taper. Et surtout responsabiliser avec des moyens, comme l'a dit votre auditrice tout à l'heure, qui avait tout à fait raison. Avec de vrais moyens. Alors justement, je voudrais continuer à parler avec eux. Et ça, c'est un vrai problème presque humain, la contrefaçon. Ah oui. Parlons de la contrefaçon. Alors, je rends vos chiffres aussi, enfin les chiffres officiels, représentent quand même énorme. Contrefaçon, 2,5% du commerce mondial, soit 467 milliards de dollars en 2025. Produits contrefaits saisis en France, 9 millions en 2021, 11 millions en 2022, 20 millions en 2023, 21,47 millions de produits saisis en 2024. Ça augmentation de 283% en 4 ans. Ah oui, c'est énorme. Il faut remercier les douanes. Remarquable travail des douanes. Alors là, c'est un sujet extraordinaire. Parce que les gens pensent aux produits de marque. Et ils se disent finalement, c'est un peu de la péréquation sociale, c'est un peu de la justice, je peux pas m'acheter un sac à 4 000 €, je m'achète bon, d'accord. Le problème ou une chemise à crocodile, mais c'est pas seulement le luxe, la contrefaçon, c'est aussi des faux médicaments, c'est aussi des fausses lunettes de marque qui vont vous brûler les rétines. C'est du dentifrice. C'est important, c'est une proportion importante. Oui, médicaments, lunettes. Oui, énorme. Oui, allez-y, vous dites produits pharmaceutiques. Des produits pharmaceutiques, des dentifrices, des laits pour le corps, etc. Mais c'est aussi des faux médicaments. Le Hezbollah a une spécialité de financement par des faux médicaments. Alors, le faux Viagra, au pire, ça fait rien. Tant pis pour vous, ou pour moi, enfin pour nous, enfin bref. Mais en attendant, ça peut être toxique aussi. Mais c'est aussi des fausses pièces détachées, des produits contrefaits, des pièces d'avion. Ça va jusqu'aux pièces d'avion. Ça peut être des pièces. Ben oui. Ouais. Vous pouvez acheter des pièces détachées d'automobiles sur Internet. Et donc là, ça devient extrêmement dangereux. Et les produits contrefaits sont aussi contrefaits dans des conditions non seulement sanitaires, mais aussi de respect de l'environnement. Donc vous avez des infractions en chaîne pour des gens qui finalement risquent beaucoup moins que le trafic de drogue. Et c'est pour ça que la contrefaçon c'est tellement dangereux. C'est pas seulement pour le luxe dont on peut penser qu'ils sont capables de supporter tout ça, bien que ce soit une infraction. Mais il y a je crois 28 000 emplois supprimés à cause de la contrefaçon. Mais c'est en France. Mais c'est surtout qu'il y a un danger pour la santé. Danger de santé, oui, un danger véritable, oui. Et alors, maintenant, c'est formidable parce que vous avez des produits qui sont faits en Chine ou ailleurs, mais les étiquettes sont faites en Turquie et l'assemblage se fait en France. Et vous avez aussi une spécificité de faux contenants, de faux emballages. Vous avez des emballages qui sont plus vrais que les vrais. Et donc l'emballage est trompeur par rapport aux produits qu'il y a dedans. Oui, parce que je vois ça, j'ai dit, ah oui, c'est bien, c'est le... Mais ça y ressemble comme de vous pouvez pas. Et ça, vous dites, c'est une proportion non négligeable de la contrefaçon.
très importante. Ouais. Mais c'est fou, non mais quand on voit encore une fois 467 milliards dans le monde... Ah oui, mais l'ONU s'en occupe, tout le monde s'en occupe, et alors... Vous voyez, ça fait le lien. Si vous avez des auditeurs Sud Radio, ils doivent connaître Vintimille, ils doivent aussi connaître San Remo, ils doivent connaître peut-être la... On est dans toute la France maintenant, mais c'est vrai qu'ils connaissent ça. Bon, ils connaissent aussi peut-être le sud de l'Espagne, Porto Banús ou Malaga ou Marbella, etc. Qui vend de la contrefaçon sur les marchés ? En général, des gens d'origine subsaharienne. C'est-à-dire que vous avez des filières de trafic de migrants qui les utilisent en plus pour céder et vendre de la contrefaçon qui est fabriquée, comme par hasard, plus ou moins dans leur pays d'origine, y compris certains de nos pays amis du Maghreb. Oui, c'est quand même des filières, c'est un labyrinthe. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce que vous dites très bien, c'est qu'on utilise migration, faux produits, etc. Multicarte, on revient au multicarte dont vous parliez. Oui. On se retrouve juste après une petite pause, une dernière petite pause, avec Nathalie Goulet. Voilà, l'argent noir, et comment on le blanchit. Vous voyez, là, ça marche, la lessiveuse. Ça marche très très bien. C'est un sport de combat. Ah oui. À tout de suite. Je confie. Sud Radio. Le blanchiment d'argent, l'argent sale, ça nous occupe et on voit l'incroyable niveau de centaines de milliers de milliards de dollars qui occupe le monde avec des opérations totalement, évidemment, illégales. Nous avons Jean-Louis, vous nous appelez de Tarbes. Bonjour Jean-Louis. Jean-Louis, est-ce que vous êtes... Oui, tout bonjour. À fait, je vous entends. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Dernièrement, je suis monté à Paris et j'ai eu le plaisir d'aller visiter à la Porte Dauphine le musée de la contrefaçon. Ah oui. C'est impressionnant, tous les produits qui peuvent être contrefaits. Rue de la Faisanderie. Qu'il s'agisse de chewing-gum, de marques de luxe, de yaourt, de faux rétroviseurs, de faux... tout. C'est absolument intéressant, ce musée. Et si des amis parisiens écoutent, je leur conseille d'aller le voir et de voir à quel moment tout peut être contrefait et tout peut produire de l'argent. Ouais, voilà. Ouais, merci Jean-Louis, c'est vrai. Écoutez, les musées de la contrefaçon, c'est intéressant, c'est vrai. Ben, vous avez tout à fait raison. Je ne suis pas encore allé le voir, mais je vais aller le voir. C'est un petit musée dans le 16e. Rue de la Faisanderie, rue Stantini, je sais plus, rue de la Faisanderie, je crois. Alors, bien, Nathalie Goulet, je dirais Myriam, mais c'est votre second nom, ça vous l'a fait. Au fond, aujourd'hui, deux choses par rapport à tout ça. On a parlé un peu du cash, on a parlé de tout cela, on pourra en parler aussi pendant des heures. Alors, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, mais et vous avez parlé des moyens, vous avez raison, vous avez souligné que beaucoup de gens font des choses très bien, que ce soit la police, la justice, tout ça. Mais est-ce qu'il ne manque pas notamment une coordination beaucoup plus forte au niveau mondial? Et je vais vous poser la question qui fâche. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de gens, la nature étant ce qu'elle est, qui se laissent corrompre aussi? Et qui ralentissent un peu les processus de lutte contre le blanchiment. Le problème de corruption, il est vraiment massif. Moi, je voudrais vous dire que, de mon point de vue, le principal problème est un manque de volonté de lutte contre la fraude fiscale. Parce que les réseaux de criminalité organisée utilisent les failles des dispositifs, évidemment. Bien sûr. Et donc... Et puis en plus, ça décrédibilise l'action publique. Vous comprenez bien que quand une députée européenne se retrouve avec 1,5 million en cash dans son bureau, Qatargate, à Bruxelles, et qu'il ne se passe rien, pas grand-chose. Il n'y a pas eu de sanction, il n'y a rien eu. Ouais, alors, pratiquement. Quand vous avez ce type de choses, d'abord ça décrédibilise complètement l'action publique, mais ensuite ça veut dire que c'est possible. Et donc le citoyen, déjà, il croit pas les politiques, mais en plus, on arrive tout de suite aux tous pourris, et ça, c'est évidemment du populisme de base. Bon. Donc, moi, je crois que le travail de lutte contre la fraude fiscale, et puisque le Premier ministre est en train de chercher des points d'accord, je pense que la fraude fiscale et la délinquance financière, non seulement on en a besoin pour le budget, mais on en a besoin pour la crédibilité de l'action publique. Et en plus, cet argent-là, il faut le donner aux hôpitaux, aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs
sapeurs-pompiers qui en ont besoin, aux routes, aux écoles. Bon, voilà, il y a des gens qui en ont besoin, notre société en a besoin. Aux agriculteurs qui touchent 800 € par mois, voilà. Aux SDF, etc. On s'est enlevé tous les jours de leur vie à 5 heures. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, le manque de volonté, il est sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et la criminalité organisée en règle générale. Il y a une coordination internationale qui se fait de mieux en mieux. Bon. Et puis, d'un seul coup, on a quelqu'un qui dit « on va créer une agence européenne de lutte contre le blanchiment ». C'est formidable, c'est à Francfort, on a un bel immeuble, on est en train de chercher la couleur du papier peint, la forme de la table, ils ont déjà embauché 120 personnes, etc. Le temps que ça se mette en route, les amis, on va avoir le temps de blanchir et de blanchir et de blanchir. Bon. Donc, si vous voulez, les gros machins, ça marche pas. Enfin, moi, j'y crois pas une seconde. Bon, l'euro numérique de Madame Machin, j'y crois pas non plus. Moi, je pense qu'il faut des politiques européennes réglementées et puis une vraie volonté, un affichage, mais en dehors de l'affichage. Parce que vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé avec les Émirats Arabes Unis, c'est extrêmement intéressant. Les Émirats étaient sur la liste noire, la liste grise, etc., pour tout ce qui se passe. Abu Dhabi, Dubaï, tout ça, oui. Ils ont décidé au sommet de sortir du name and shame, c'est-à-dire je montre et je fais honte, etc. Ils en avaient marre d'être ciblés comme étant le vilain petit canard. Voilà, bon. Paradis, paradis fiscaux, paradis donc ça prend du temps. Mais à aujourd'hui, ils ont extradé plus d'une vingtaine de criminels et de narcotrafiquants qui pensaient passer leur vie, la fin de leur vie au soleil, les doigts de pied en éventail. Ils se sont fait taper, leurs biens ont été saisis, ils ont mis en place des mesures anticorruption, l'Arabie Saoudite pareil, et sur Abu Dhabi, le système qui correspond chez nous au renseignement financier est devenu très très strict. Et donc quand on veut, on peut. Voilà, il faut le rappeler, mais c'est très important, Nathalie Goulet. Quand on veut un peu, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut pas avoir peur. Et voilà, c'est ça, d'ailleurs, un politique. Je me permets de le rappeler de temps en temps. Il n'y a pas que les politiques, les citoyens aussi. Tout le monde est concerné par cela. Mais c'est vrai que quand on voit ces chiffres, quand on lit votre livre, quand on voit là, on s'est dit, mais c'est vrai, ça reste, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est que les citoyens se disent comment on est en train de chercher ça, on est en train de dépenser là. Par exemple, quand on a su qu'on payait pendant 5 ans, ça s'est arrêté, à l'aide de développement, on payait 100 à 115 millions d'euros à la Chine pour aider au développement de la Chine. Nous, la France, et je ne parle pas de tout le reste, enfin vraiment on pourrait citer, c'est pas possible. Donc encore une fois là, pourquoi ce n'est pas plus connu? Ça devrait vraiment être plus publicisé, et je voudrais en tout cas remercier Nathalie Goulet. On en reparlera de cela, mais vous voyez, on a mis sur la table un certain nombre de choses grâce à elle, grâce à tous les gens qui font des enquêtes et qui travaillent, et grâce, comme vous avez dit, vous avez raison, aux policiers, aux juges qui vraiment travaillent là-dessus, et certains prennent des risques. Beaucoup. Il faut leur rendre hommage. Et puis, on a une société civile aussi, de Transparency International, d'Anticor, etc., de gens qui font aussi beaucoup de travail et qui font ce qu'il faut. Crime Halt. Crime. C'est ça, qui est aussi Monsieur Risoli, je crois, très actif. Et puis on a des exemples européens qui marchent, comme en Italie. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins bon que les autres. Et ben voilà, au travail et au travail. Merci, Nathalie Goulet. Merci à vous, André Berkoff.